Shawn Michaels contre Bret Hart. Vous me dites, très probablement, le Montreal Screwjob ou le Ironman match, le premier Ironman de la WWE lors de WrestleMania 12, c'est-à-dire un match d'1 heure pendant lequel il faut arriver à battre son adversaire le plus de fois possible. Et bien si lors de WrestleMania 12, après 1 heure c'était 0-0, là dans le main event on a 11 finish, 11 tombées, on est à 6-5. Mais pour qui? Entre Triple H et le Rock, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et non seulement ça, mais Shawn Michaels, historiquement qui avait pris part à la naissance du Ironman lors de WrestleMania 12, et bien ce soir, c'est l'arbitre spécial. Yo, salut les arnaqueurs de fourmis, bienvenue dans la nuit des temps, bienvenue sur Wrestling Clinic, bienvenue dans ce nouvel épisode qui va nous replonger dans l'histoire du catch. Nous sommes aujourd'hui à Judgment Day 2000, en direct de Louisville, dans le Kentucky. Alors aujourd'hui pas de poulet grillé, mais nous sommes le 21 mai 2020, ce qui veut dire que ce show avait eu lieu il y a 20 ans, jour pour jour, le 21 mai 2000. Nous sommes devant 16 827 spectateurs dans la salle et le pay-per-view à l'époque avait été acheté 420 000 fois. Lors de ce grand pay-per-view, nous aurons un main event assez exceptionnel entre Le Rock et Triple H dans le deuxième Ironman match de l'histoire. Et pour le reste de la carte, vous allez voir que nous avons des stipulations diverses et variées qui nous ont créé une sacrée soirée. Le début du show, il commence par Gerald Briscoe qui vient voir Vince McMahon pour lui chercher du thé ou prendre sa commande de café, pardon, pas du thé. Et sauf que le pauvre petit Briscoe se fait attaquer par les Headbangers. Ça va être un petit peu le thème toute la soirée autour du titre hardcore. Ça va être des petites gouttes de chiasse comme ça disséminées à travers le pay-per-view. On commence le show avec les tout cool, les trois, Rikishi, Grandmaster Sexay et Scotty 3 Hotty contre Kurt Angle, Edge et Christian, match à 6 qui dure 10 minutes auquel j'ai mis 3 points de suture. On commence bien ce pay-per-view avec les filles dans le public qui crient toujours lorsque Edge et Christian montrent leur torse alors qu'ils ont fait leur heel turn et qu'ils sont devenus méchants il y a à peu près 2 mois déjà. En tout cas la foule est méga chaude, elle est survoltée. Et là où ça explose, franchement c'était le délire absolu, c'est sur les premiers teases, quand ils nous font croire que Scotty 3 Hotty va faire le worm alors qu'il ne va pas le faire. Là c'est un petit peu comme Backlash 2000. Est-ce que vous avez vu la review de Backlash 2000? Si c'est le cas, eh ben super. Si c'est pas le cas, je vous remets le lien dans la description. On est en 2000, les foules elles sont, mais on a du mal à imaginer ce que ça pouvait être. Et je pense que les gens qui regardaient du catch en 2000 se disaient on a du mal à imaginer ce que pouvaient être les foules il y a 20 ans. Franchement, je m'éclate pendant ces openers de pay-per-view WWE dans cette année 2000. En tout cas, le match, il est clean, il est simple, il est efficace. C'est un bonheur absolu. Et si c'est un bonheur pour moi, ça doit être un encore plus grand bonheur pour les 6 mecs qui sont dans le ring, qui vont terminer le match. Par contre, sur un petit raté, mais bon, allez, on va même pas le mentionner. 3 points de suture, c'était un super moyen de débuter ce pay-per-view. Shawn Michaels, l'arbitre du main event, se fait interviewer pour avoir un petit peu son ressenti par rapport au main event et est-ce qu'il va ou pas privilégier son ami de toujours, Triple H. On verra bien. Match à 3 pour le championnat européen entre Dean Malenko, Eddie Guerrero et Perry Saturn. 8 minutes de combat assez court, 2 points de suture et demi. On enchaîne non-stop, c'est du très bon catch. Eddie Guerrero est le babyface dans ce combat. Mais malgré tout, on a l'impression que le public ne sait pas trop qui encourager dans ce match. En tout cas, qui huer. Enfin voilà, ça crée un rythme qui est un petit peu chelou. Chyna à un moment va sortir des fleurs, elle va frapper Perry Saturn avec. Dean Malenko va s'en mêler, il va trébucher et tomber sur les fleurs. On va se rendre compte un petit peu plus tard qu'il y avait en fait un tuyau dans les fleurs. Donc l'arme secrète qui permet aussi à Eddie Guerrero de conserver sa ceinture et de remporter ce bon petit match. Ensuite, le Big Show affronte Shane McMahon dans un False Count Anywhere qui, Dieu merci, ne dure pas trop longtemps. Il dure 7 minutes seulement. Je lui ai mis 1 point de suture et demi. Très rapidement, on va voir des interventions du Bossman, de Test et Albert. Mais le Big Show, malgré tout, il arrive à se sortir de ce pétrin. Finalement, le finish intervient après des minutes et des minutes d'intervention de tout le monde lorsque Shane McMahon casse un gros parpaing sur la tête du Big Show, qui est lui-même keblo en dessous d'une grosse enceinte qu'on lui avait fait tomber dessus. Donc bref, le Big Show perd le combat, mais au moins il était très protégé, car c'était vraiment 5 minutes non-stop, pendant lesquelles c'était le monde entier contre le Big Show, seul moyen d'arriver à le battre. Donc voilà, on n'a pas trop fait de conneries à ce niveau-là. Match de soumission pour le titre intercontinental entre Chris Jericho et Chris Benoit. Match revanche de Backlash. Le match dure seulement 13 minutes. Je m'attendais peut-être à un match un petit peu plus long, mais
C'est vrai que je lui ai mis la même note que le mois dernier, 4 points de suture, car c'était vraiment génial. C'est impossible d'avoir un mauvais match avec ces mecs. D'autant plus que moi qui affectionne tout particulièrement les atémis, les chops, quand il y a de la viande, comme ces deux mecs là, à chaque fois, ça frappe et ça claque. Pouf, je m'éclate. Donc dans le match, Chris Benoit va travailler l'épaule de Jericho en prévision du crippler crossface et inversement, Jericho va bosser sur la jambe de Chris Benoit en prévision du Walls of Jericho. Même Jericho, qui est pourtant le gentil dans ce combat, on montre qu'il a un petit peu d'agressivité, il a de la niaque, parce qu'il va chercher à enlever la protection de genou de Chris Benoit. Mais ça va se retourner contre lui car Benoit va frapper Jericho avec justement cette attelle métallique et porter le crippler crossface, je galère aujourd'hui, mais Jericho ne va pas abandonner, il va tout simplement, comme Austin Stone Cold à WrestleMania 13, s'évanouir. Que dire de ce match, si ce n'est du high level de la part de ces deux mecs qui nous régalent mois après mois, show après show, semaine après semaine. J'adore. Tag Team Tables Match, aussi surnommé le budget Leroy Merlin. X-Pac et Road Dogg contre les Dudley Boys. Alors même s'il n'y avait rien en dehors des spots de table, le match était malgré tout très sympa. Il a duré 10 minutes et je lui ai mis 2 points de suture et demi. C'est pas très étonnant, la foule, toujours super chaude, elle veut des tables, elle veut encore et toujours des tables, elle ne veut que des tables. Et c'est là qu'on voit déjà, en tout cas je l'ai ressenti comme ça, on voit les prémices du risque de tuer la gimmick du Tables Match, parce qu'on a déjà beaucoup utilisé des tables depuis presque 6 mois maintenant avec le Royal Rumble, WrestleMania, enfin tout ce qui s'est passé à Raw et à SmackDown pendant de nombreuses semaines, Trish Stratus à Backlash le mois dernier, bref. Trop de tables déjà commencent à risquer de tuer la table. Mais c'est que le début, on a encore de belles années devant nous, rassurez-vous les gars. Donc les spots de ce match avec les tables. C'est un pump handle slam depuis les escaliers de Road Dogg sur Devon. On va avoir un powerbomb de Bob Aray sur X-Pac. On va avoir un arbitre qui se prend un double hip toss à travers une table. On a le 3D sur le Road Dogg pendant que l'arbitre est toujours out, donc il ne peut pas désigner la fin de match. Et pour terminer, on a le X-Factor à travers une table sur Bob Ray Dudley alors que l'arbitre commence à se réveiller. Je trouvais que le finish était un petit peu mou et la foule s'attendait peut-être à autre chose. On aurait pu lui donner une victoire des babyface parce que vous allez voir comment se termine le main event. Ça n'aurait rien coûté de faire gagner les gentils dans ce combat. Tout le monde aurait été content, je pense, mais sinon voilà, c'était un bon match, il faut pas enlever le mérite au catcheur. Et donc on est déjà au main event, parce que le main event va durer avec toutes les entrées 1h15 ou un truc comme ça. Le Rock contre Triple H, Iron Man match, 1h, 4 points de suture, et c'est le Iron Man match lors duquel il y a eu le plus de tombées dans l'histoire de la WWE. Petit point de repère, à 20 minutes de la fin, on est à 3-1 pour Triple H. Alors c'est vrai qu'un match d'une heure quand même, c'est un effort incroyable, et le booking de la fin, je l'ai trouvé absolument génial, comme à Backlash le mois dernier. Donc tout ça, ça tire vraiment le match vers le haut, et c'est un main event qu'il faut absolument regarder quand même, c'est historique. Le Rock va revenir à 3-2 avec un DDT, et même à 3-3 lorsque Triple H se fait disqualifier intentionnellement en frappant le Rock avec une chaise. Et pour toujours vous expliquer pourquoi et comment la foule américaine ne comprend que dalle à ce qui se passe, en tout cas les mini-nuances de règles, de storyline, de machin, les ricains, ils ne comprennent que dalle. Les gars, c'est des teubés. Parce que cette histoire de chaise avec disqualification avec un coup de chaise, c'est pas non plus un truc de taré. La foule ne comprend que dalle et elle ne pop que lorsque l'on annonce la disqualification. Ce qui veut dire que avant l'annonce, les gars, ils voyaient ce qui se passait, ils comprenaient pas. Triple H revient, il enchaîne direct avec un pin après le coup de chaise, donc il mène 4-3. Alors au début, quand il est passé à 4-3, je me suis dit à quoi ça servait de passer de 3-2 à 4-3, parce que très souvent, quand les mecs font ça, eh bien, ils ne capitalisent pas suffisamment sur la suite. Mais là, ça a été le cas, Triple H va passer à 5-3 grâce à une prise du sommeil. Et par rapport à tout ce qu'on pouvait craindre par rapport à HBK, il est relativement impartial, ça c'est sûr. À tel point que ça chauffe même avec Triple H. On se balade un petit peu à l'extérieur du ring et le Rock va revenir à 5-4 après un pedigree à travers la table des commentateurs. Donc je parle bien du Rock qui fait un pedigree sur Triple H. Vince, Shane, Stephanie arrivent alors que le Rock fait le People's Elbow pour 5 partout. HBK, impartial, frappe les McMahon pour les dégager. À ce moment-là, D-Generation X débarque. Et là, on a la petite musique qui fait toujours grand plaisir à Dimitri qui a peur des petites filles. Avec donc ces petites filles habillées en robe blanche qui dansent de manière semi-cérémonielle, voire satanique comme ça dans la nuit. Et là, c'est
l'Undertaker, American Badass, qui fait son retour après, allez combien, 9 mois, 8 mois d'absence, il revient avec sa gimmick biker. La foule, non mais, j'ai l'impression de me répéter à chaque pay-per-view de l'année 2000, à part WrestleMania, mais la Backlash, c'était l'explosion pour Stone Cold, là, l'Undertaker qui revient, vous pouvez pas imaginer. Incroyable, indescriptible. Il va faire un des plus gros chokeslam de tous les temps sur X-Pac. Et à un moment, il saisit Stéphanie à la gorge. Et là, il y a la caméra qui zoome sur lui. Et là, c'est comme Royal Rumble 2002 lors des entrées du Godfather, de Goldust, de l'Undertaker et d'autres. Il y a tellement de bruit dans la salle que la caméra tremble. Ça, c'est les trucs qui me provoquent le plus d'émotion, je pense, dans le catch. C'est qu'à tel point que la foule pète les plombs, les caméras qui tremblent, moi, ça me... Oh, j'ai la Kensut, comme on dit en Alsace. Donc il a Stéphanie comme ça à la gorge. Mais c'est un peu la confusion en fin de match parce que Triple H va intervenir. Triple H va se manger un chokeslam. L'arbitre va le voir. Il va disqualifier le Rock. Donc Triple H va passer à 6-5. Il va remporter le combat. Sauf que tout ça, ça se passait quelques secondes avant le gong, le buzz de la fin d'une heure. Sauf qu'il y a eu un petit décalage de quelques secondes et techniquement, cette disqualification a eu lieu après le buzz final. D'ailleurs, à tel point que je crois à 6 ou 7 secondes de la fin, quand ils ont vu que les mecs étaient à la bourre, ils ont enlevé le chronomètre, là, le compte à rebours qui défilait beaucoup trop vite. Donc on n'a pas ce qui aurait normalement dû être un match nul. Mais cette fin, elle est quand même complètement dingue. On termine le pay-per-view avec le méchant qui part avec la ceinture. Triple H redevient champion de la WWE. Que vous dire. Le match, quand même, pour un Iron Man match, les 20 dernières minutes, il faut à tout prix les regarder. Vous pouvez prendre le truc en cours, comme je vous l'ai dit, à peu près au moment où on est à 3-1 pour Triple H. Et c'est là-dessus qu'on va se terminer ce pay-per-view. Qu'est-ce qu'il faut en dire? Regardez le main event. Le Iron Man, c'est un match absolument historique. Vous pouvez regarder Benoît Jericho aussi, qui est très bon. Regardez l'opener pour la folie, la dinguerie absolue de la foule. Sinon, les quelques autres matchs, c'est pas si grave. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, cette review dans la nuit des temps de la WWE vous a plu, les amis. Au niveau de l'année 2000, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour le King of the Ring 2000 avec, pas de spoiler. D'ici là, gardez la passion et surtout, regardez du catch 24 heures sur 24. Bye bye!